à ce webinaire Netris sur les subventions aux entreprises ou sur les mesures d'aide aux entreprises. Donc, petit rappel, Netris, c'est la solution de paye qui vous est proposée, une solution distribuée par le partenaire Banque Nationale. Aujourd'hui, nous sommes avec nos amis de Raymond Chabot, donc Pierre Garand et Pascal Leclerc, qui vont nous faire profiter de leur connaissance de ces mesures et répondre à certaines des questions. Je vous préviens, il y a pas mal de questions, comme pour la dernière fois, ce qui fait qu'il y aura un FAQ qui pourrait être partagé par la suite. L'enregistrement ou la présentation sera disponible par la suite. Donc, voilà, au programme d'aujourd'hui, nos amis de Raymond Chabot qui vont vous parler de mesures. Donc, petit rappel aussi, nous reviendrons à la fin de cette présentation, juste pour vous rappeler où est-ce que vous pourriez éventuellement trouver le contenu. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos experts pour nous parler de mesures aux entreprises. Donc, voilà, je vous laisse la parole, messieurs. Alors, merci beaucoup. Bon matin à tous. Mon nom est Pierre Garand. Je vous souhaite la bienvenue au nom de Raymond Chabot Grant Thornton. J'ai la chance ce matin d'être accompagné de Pascal Leclerc. Bonjour, je suis associé en fiscalité canadienne chez Raymond Chabot. Donc, avec Pierre, nous allons présenter les diverses mesures relatives aux subventions. Pierre, je te cède la parole. Merci, Pascal. Comme on le mentionnait, les mesures sont complexes. Il y a beaucoup de questions. On a tenté dans la présentation d'intégrer les questions qui sont le plus fréquemment posées. Mais si vous avez des questions, on vous invite via l'outil. Il y a un petit bouton en bas de votre écran, là, Q et A, qui vous permet de poser des questions. Puis à la fin de la session, on tentera de répondre au plus grand nombre. Et ultimement, bien, après ça, on pourra fournir un document avec des réponses pour les questions qu'on n'aura pas pu aborder dans le cadre de la présentation. Donc, ce matin, l'objectif de notre webinaire, c'est de vous présenter les principaux programmes qui sont disponibles en insistant sur les critères d'admissibilité, les exceptions et les assouplissements qui ont été prévus à ces mesures-là depuis leur annonce initiale. Comme on le mentionnait, on va tenter de répondre à un maximum de questions. Et si vous avez des préoccupations ou des questionnements ou des inquiétudes, bien, on pourra aussi en prendre note. Souvent, on a la chance d'interagir avec des partenaires ou avec le gouvernement. Et donc, on aime bien être au courant des préoccupations des gens puis voir comment on peut tenter de vous aider. Si on fait un survol des différents programmes qui ont été annoncés par les paliers de gouvernement, on peut regrouper ces programmes-là en 3 catégories. La première catégorie, celle des subventions ou des aides financières, c'est pour beaucoup d'entreprises la catégorie de mesures la plus intéressante, puisque c'est de l'argent qui vient supporter vos opérations. La mesure principale, c'est la subvention salariale d'urgence du Canada qui a été annoncée par le gouvernement fédéral. C'est une mesure qui prévoit une subvention de 75% des salaires qui sont versés pour les employeurs qui sont capables de démontrer une baisse de revenus. Celle-là, on va la regarder en détail ce matin. Elle est supportée, cette mesure-là, par la subvention salariale temporaire qui avait été annoncée précédemment et qui permettait d'aller chercher une subvention de 10% des salaires versés. Donc, il y a une interaction directe entre ces 2 programmes-là. On va voir ça en détail ce matin. Une autre mesure qui touche les employés, mais qui a une interaction directe avec les 2 subventions salariales, c'est la prestation canadienne d'urgence, le PCU. Donc, le montant de 2 000 $ par mois qui est versé. Ça, on va voir ça aussi en détail ce matin. Le gouvernement du Québec a annoncé un programme d'action concertée pour le maintien en emploi qui permet de subventionner les frais de formation et les salaires jusqu'à concurrence de 100% durant la crise. Donc, c'est une mesure qui est très intéressante pour des employeurs qui veulent mettre à niveau leur personnel en prévision de la relance. Fait qu'on va voir ce programme-là en détail aussi. Ils ont aussi annoncé des programmes complémentaires en lien notamment avec la rétention des travailleurs essentiels, où il y a un programme d'incitatif en place. Ça, on n'ira pas dans le détail beaucoup ce matin, mais sachez que ça existe. Au niveau des prêts et garanties de prêts, on retrouve une des mesures très populaires qui est le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Donc, vous êtes probablement déjà plusieurs à avoir fait une demande de ce prêt de 40 000 $ là qui ne porte pas intérêt
et qui, s'il est remboursé avant la fin de 2022, peut faire l'objet d'un congé de capital de 25 %, donc 25 % du remboursement de capital qui est converti en subvention. On retrouve également un programme qui a été annoncé qui s'appelle l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial, qui permet, dans certaines circonstances, à un locataire d'obtenir un prêt subvention de 50 %. Fait qu'on va voir ça aussi ce matin ensemble. Et finalement, il y a beaucoup de programmes de prêts, ou beaucoup de programmes. Il y a beaucoup de prêts qui ont été consentis en vertu du programme conjoint BDC-EDC avec votre institution financière, où le gouvernement fédéral vient supporter votre banque via des garanties de prêt pour permettre d'avoir de la trésorerie additionnelle ou des assouplissements dans le cadre de la crise. On n'ira pas dans le détail de ça ce matin, on se concentre plus sur l'aspect salarial et lié aux subventions. Finalement, des mesures au niveau du gouvernement provincial via les MRC, Investissement Québec pour des prêts, des garanties de prêts qui sont disponibles également. Et peut-être en conclusion, sur la trésorerie, des mesures d'allègement qui ont été mises en place et de report qu'on vous invite évidemment à utiliser. Donc, report d'impôts et d'acomptes provisionnels, tant au fédéral qu'au provincial, pour le 1er septembre, et report des remises de TPS, TVH, TVQ au 30 juin, ainsi que des droits de douane. Donc, ça vise vraiment ces mesures-là à libérer de la trésorerie pour permettre de supporter. Notamment dans l'attente de la réception des subventions. Si on va à la première subvention, la subvention salariale du Canada, si on la regarde à haut niveau, comme je le mentionnais, c'est une subvention qui est accordée à un employeur et ça correspond à 75 % de la rémunération versée jusqu'à concurrence de 847 $ par semaine par employé. Cette mesure-là est pour 3 périodes de 4 semaines, allant du 15 mars au 6 juin 2020. Et pour être admissible, un employeur doit avoir connu une baisse d'au moins 30 % de ses revenus pour les mois d'avril et de mai et de 15 % pour le mois de mars. Le mois de mars ayant été proraté puisque la crise est arrivée à peu près dans le milieu du mois. Les employeurs qui sont admissibles, en fait, c'est à peu près tous, donc toute taille, tout secteur, sauf évidemment les entités du secteur public, puisqu'elles ont déjà accès à des subventions. Donc, ça inclut les particuliers, ça inclut les fiducies, les sociétés imposables, les sociétés de personnes constituées d'employeurs admissibles, ça inclut aussi les organismes sans but lucratif, les organismes de bienfaisance enregistrés et les organisations visées par règlement. Donc, certaines organisations qui, de façon spécifique, ont été ciblées. Bon, l'important pour se qualifier à la subvention salariale d'urgence du Canada, c'est d'être capable de démontrer une baisse de revenus d'au moins 15 %, comme je disais, pour mars, et de 30 % pour avril et mai. Quels sont les revenus qui sont considérés dans cette baisse de revenus-là? Dans le fond, ce sont tous les revenus qui sont tirés d'une entreprise via la vente de biens, la prestation de services et l'utilisation par d'autres des ressources de l'entité dans la période donnée. Et donc, c'est des revenus qui proviennent de sources sans lien de dépendance et qui excluent les revenus provenant de postes extraordinaires, des montants à titre de capital et également tous les montants de subventions salariales qui sont reçus, autant la 10 % que la 75 %. Donc, on ne considère pas dans le calcul de la baisse de revenus. Ce qui est super important à comprendre, c'est qu'on a des choix à faire. Quand la mesure a initialement été annoncée, ce qui était prévu, c'est que les revenus de l'année 2020, donc mars, avril et mai, soient comparés avec les mêmes mois comparatifs de 2019. Depuis, ils ont également ouvert l'option ou permis qu'on fasse plutôt cette comparaison-là avec la moyenne des revenus de janvier et février 2020, notamment pour prendre en compte le fait que certaines entreprises qui étaient en forte croissance depuis l'année passée avaient une situation complètement différente, donc des revenus qui étaient plus élevés, mais des dépenses qui étaient aussi beaucoup plus élevées. Et donc là, le choix me permet de couvrir cet élément-là. L'autre choix important qu'on doit faire, c'est la méthode comptable qui va être utilisée pour établir les revenus. Donc, encore une fois, initialement, on prévoyait la comptabilité d'exercice. Donc, comment vos revenus sont comptabilisés dans vos états financiers traditionnels.
pour la plupart des entreprises. Maintenant, on permet également le choix de la comptabilité de caisse. Donc, plutôt que de considérer les revenus facturés et reconnus, on considère les encaissements reçus sur ces revenus-là. Et encore une fois, on aura le choix de le faire soit par rapport au mois équivalent de l'année passée, soit par rapport à la moyenne des 2 premiers mois de l'année courante. Ce qui est important de savoir, c'est que quand vous allez faire un choix, vous allez devoir vivre avec ce choix-là pour la durée du programme. Donc, il y a certainement une évaluation détaillée à faire. Puis, je vous dirais, dans notre quotidien, ce qu'on fait actuellement beaucoup avec les clients, c'est justement de faire les scénarios projetés mars, avril, mai 2020 versus l'an passé versus le début de l'année, autant en comptabilité de caisse qu'en comptabilité d'exercice, pour voir qu'est-ce qui est le plus avantageux, parce qu'encore une fois, il faut faire notre lit. Une fois qu'on a choisi une méthode, on doit rester avec la même méthode durant tout le programme. Commentaire sur les liens de dépendance. Donc, quand on parle de liens de dépendance, ce sont les sociétés qui sont liées à l'actionnaire de la société. Il y a des règles très pointues là-dessus. On n'ira pas dans le détail aujourd'hui. Sachez que si vous avez des corporations qui transigent entre elles et qui potentiellement pourraient faire l'objet d'un lien de dépendance, on vous invite vraiment à consulter votre conseiller parce qu'il y a certains choix à faire, puis il y a certains calculs mathématiques à valider là aussi qui pourraient avoir une influence sur l'admissibilité au programme. On va voir certains cas d'espèces après, là, mais sachez que ces critères-là méritent une analyse détaillée en soi. Quand on parle de baisse de revenus, une des choses qui a été annoncée, qui a été corrigée depuis l'annonce initiale, c'est de faire en sorte que lorsqu'une entreprise se qualifie pour une période, elle est automatiquement qualifiée pour la période suivante. Donc, si vous vous qualifiez en mars, vous allez automatiquement être qualifié en avril, ce qui donne plus de stabilité à un employeur pour lui permettre de réembaucher ses employés. Par contre, on devra présenter pour chacune des périodes une nouvelle demande. Quand on regarde le calcul de la subvention, dans le fond, on parlait de 75 %. La règle exacte, c'est le plus élevé de 2 montants. 75 % du montant de rémunération versé, et donc jusqu'à concurrence de 847 $ par semaine. Et le moins élevé de 2 montants, dans le fond, ce que ça veut dire concrètement, c'est 75 % de la rémunération hebdomadaire que l'employé touchait avant la crise. Et donc, j'ai le droit à une subvention qui est le plus élevé du 75 % du salaire réellement versé, puis de 75 % du salaire qui était payé avant. Et donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai baissé les salaires de mes employés durant la crise, potentiellement, je pourrais avoir le droit à une subvention qui pourrait aller jusqu'à 100 % du montant que je paye maintenant de salaire à ces employés-là. Pascal va nous présenter en détail des exemples tantôt qui illustrent bien ce concept-là. Une autre affaire importante à savoir, c'est que dans le cas des employés qui ont un lien de dépendance avec l'employeur, donc l'actionnaire qui se verse un salaire ou sa famille, le montant de subvention est limité au montant qui était versé de salaire avant la crise. Donc, un employeur, un actionnaire qui est employé ne pourrait pas décider de se verser un salaire s'il n'en versait pas avant durant la crise et ne peut pas non plus augmenter son salaire durant cette période-là. Donc, on est limité au salaire que l'actionnaire pouvait et sa famille pouvaient tirer de l'entreprise avant le début de la crise. Je parlais de cas tantôt plus simples à comprendre au niveau des groupes de sociétés. Si vous êtes dans un groupe où, de façon usuelle, les états financiers consolidés sont préparés, on peut utiliser les états financiers consolidés du groupe pour qualifier le groupe au complet. Et donc, à partir du moment où un groupe rencontrerait une baisse de revenus qui correspond aux critères de 15 et 30 %, bien, chaque membre du groupe serait admissible dans le cadre du programme. Dans le cas des groupes affiliés, le choix pourrait également être fait de faire la même chose, donc de regrouper ces sociétés affiliées-là et de faire un choix cumulatif. Il faut comprendre qu'encore une fois, par défaut, notre groupe consolidé, on le qualifierait sur une base de groupe,
mais on a l'option d'y aller société par société. C'est un choix que vous devrez faire pour le groupe. Donc, si je décide d'y aller employeur par employeur, bien, je vais devoir appliquer la même règle pour l'ensemble des entreprises du groupe. Et à l'inverse, ou de la même façon, avec le groupe affilié, je pourrais aussi faire un choix pour l'ensemble d'y aller de façon cumulée ou d'y aller de façon composante par composante, de façon distincte. Quand on parle de la rémunération admissible à la subvention salariale, dans le fond, ça comprend tous les traitements, salaires et autres rémunérations, sauf certaines exceptions prévues dans la loi, notamment les allocations de retraite, l'indemnité de départ, les postes comme avantage d'option d'achat d'actions, l'utilisation personnelle d'un véhicule d'entreprise, les sommes dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient restituées à l'employeur et toute somme relativement à un arrangement visant à augmenter le salaire de base d'un employé. Donc, ces exceptions-là sont spécifiquement exclues. Pour le reste, la rémunération comprend tous les traitements. Quand on parle de la notion de dire 75% du salaire avant la crise, on considère, dans le fond, la rémunération hebdomadaire moyenne versée entre le 1er janvier et le 15 mars inclusivement et excluant toute période de 7 jours pour laquelle l'employé n'a touché aucune rémunération. Donc, c'est vraiment la façon d'établir ce salaire moyen par employé-là pour la période avant la crise. Important de mentionner que pour être admissible à la subvention salariale, dans sa formule initiale, le programme excluait tous les employés qui avaient reçu, qui n'avaient pas eu de rémunération pendant 14 jours, puisque ces employés-là avaient le droit à la prestation canadienne d'urgence. Donc, ils ont repris la même définition. Pour avoir le droit à la PCU, vous deviez être 2 semaines sans rémunération. Et donc, dans le cas de la subvention salariale, on est venu la passer à l'inverse en disant, si vous avez le droit à la PCU, dans le fond, à la base, l'employeur n'aurait pas le droit à la subvention salariale pour la même période. On va voir qu'il y a eu des assouplissements à ce niveau-là. On va revenir là-dessus tantôt. Autre élément à noter, si vous utilisez la subvention salariale qui est disponible à la fois pour les employés qui ont travaillé, mais également pour ceux qui n'auraient pas travaillé, mais que vous vouliez conserver sur le payroll et donc garder le lien d'emploi, mais si ces employés-là ne travaillaient pas, en plus du 847 $ auquel vous avez le droit pour le salaire de l'employé, vous avez également le droit à une subvention pour couvrir les parts employeurs. Et donc, de façon spécifique, les parts employeurs couvertes sont l'assurance emploi, le régime de pension du Canada, la Régie des rentes du Québec, le régime québécois d'assurance parentale. Et donc, ces mesures-là sont couvertes par le gouvernement fédéral et on va voir après que le provincial est venu harmoniser la FSS, là, le Fonds de santé, à cette mesure-là. Donc, le Québec remboursera la contribution au fonds de santé pour les employés qui ne travaillaient pas. Et pour évaluer si un employé travaillait ou non, dans le fond, on y va sur une base hebdomadaire et on établira donc que cet employé-là est admissible à ce complément de subvention-là ou non. Donc, ce que je mentionnais, la FSS est venue s'harmoniser. Le crédit sera disponible pour une période maximale de 12 semaines à partir du 15 mars rétroactivement. Et il sera, dans le fond, aligné. L'employeur déterminé sera le même que dans le cadre du traitement fédéral. Donc, les employeurs déterminés sont les entités admissibles à la subvention salariale qui ont évidemment un établissement au Québec. Les périodes d'admissibilité vont être les mêmes, donc du 15 mars au 11 avril, du 12 avril au 9 mai et du 10 mai au 6 juin. Pour calculer le crédit, on va utiliser le salaire déterminé qui aurait été versé à l'égard des employés qui sont considérés comme une dépense déterminée. Et donc, ce sera le salaire pour les semaines comprises durant la période d'admissibilité. Important de mentionner que dans le cadre de la subvention salariale d'urgence, il n'y a pas de plafond qui a été établi total ou d'enveloppe totale par entreprise. Donc, ça veut dire qu'on pourrait, dans le cadre de la crise actuelle, embaucher de nouveaux employés qui seraient eux aussi admissibles aux 75 %, évidemment, toujours en considérant le plafond de 847 $. Le ministre a clairement mentionné que l'intention du gouvernement ou le souhait du gouvernement, c'était que les employeurs fassent de leur mieux pour maintenir ou ramener les employés et les ramener au salaire
qu'ils avaient avant la crise. Mais ce n'est pas une obligation pour pouvoir participer au programme de subvention salariale, ce qui ouvre la porte, donc, comme on le mentionnait tantôt, à avoir une subvention qui pourrait aller jusqu'à 100% d'un salaire qui aurait été réduit. Mais l'obligation morale, c'est de tout faire pour être capable de verser le plein salaire à l'employé. Important de mentionner aussi, parce qu'au début, ce n'était pas clair, mais ça a été précisé par la suite, que la rémunération qui est admissible, c'est la rémunération qui est établie en fonction de la période de paye et non pas sur une base de caisse. Donc, ce sont vraiment les jours travaillés ou les jours qui auraient été travaillés qui sont considérés, non pas quand est-ce que cette paye-là est versée. Autre élément important à noter, c'est qu'il n'y a pas de limite générale sur le total de la subvention. Donc, tant que notre employeur est admissible à la baisse de revenus, donc il se qualifie, et tant qu'il verse des salaires, bien, le montant de subvention couvrira 75% jusqu'à concurrence de 847 $ pour les employés qui seront sur le payroll. Pour rentrer dans le détail des périodes d'admissibilité puis voir un peu plus les détails au niveau du calcul, je passerai la parole à Pascal. Merci Pierre. Donc, si on continue au niveau de la période d'admissibilité, on a fait un peu un résumé là, des périodes sous forme de tableau très clair, là, des 3 périodes qui sont présentement prévues pour la subvention. Dans la loi, on prévoit sous forme réglementaire qu'il va y avoir une autre période qui pourrait s'ajouter dépendamment de comment va l'économie. Donc, vous voyez très clairement que pour chaque période, il y a deux façons de calculer, soit par rapport à la moyenne de janvier-février 2020 ou soit la moyenne, soit au mois courant de l'année dernière. Et si on choisit une méthode, on doit la suivre au courant des méthodes suivantes. Et je rappelle aussi la baisse de 15 % en mars et 30 % pour le mois d'avril et le mois de mai. Donc, lorsque le critère de réduction du revenu est rencontré pour un mois, il est possible d'obtenir de l'aide pour une période de 4 semaines. Donc, c'est important que pour les 4 semaines, toute la période quand on rencontre le 15 %. Et maintenant, les demandes sont en ligne depuis le 27 sur le portail. Les premiers versements débutaient le 5 mai directement. Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut tenir des registres afin de démontrer la réduction de leur revenu sans lien de dépendance et la rémunération versée aux employés. Donc, c'est très important d'avoir le backup nécessaire avant de faire la demande parce que c'est clair qu'après coup, lorsque l'argent soit versé, il risque d'y avoir des vérifications de la part des agents de l'Agence du revenu du Canada. Ce qui est important aussi, c'est que le particulier qui va avoir la responsabilité principale des activités financières de l'entité devra attester que la demande est complète et exacte quand tous les éléments importants. Donc, quand vous remplissez le formulaire, c'est très clair et avec les warnings nécessaires que la situation financière de l'entreprise est adéquate pour réclamer la subvention. Donc, il y a une responsabilité accrue sur la personne qui fait la demande. Donc, c'est très, très clair qu'ils veulent éviter toutes sortes de fraudes qui pourraient arriver dans le cadre de cette demande-là. Donc, les demandes doivent être présentées au plus tard le 30 septembre 2020. Donc, pourquoi on mentionne cette date-là ici? C'est qu'il faut faire la demande lorsque, un, la période est terminée et deux, lorsque les paiements ont été versés. Donc, plusieurs situations pourraient avoir lieu, par exemple, s'il y a des augmentations de salaire rétroactives en date de la période en question. Donc, il serait opportun d'attendre, si jamais on sait qu'il va y avoir ces augmentations de salaire-là, de présenter notre demande lorsqu'elles seront effectivement payées, de façon à ne pas être pris avec une demande qui est déjà faite, parce que pour l'instant, à moins d'un changement, il est impossible de faire une demande amendée. Donc, la demande, quand elle est faite, elle est faite. Donc, s'il y a des sommes qui ont été versées par après, il va être difficile de faire une demande rétroactive. Comme Pierre mentionnait, il est très, très important de comprendre que le moment de versement de la paye, ce n'est pas le montant payé qui est important, mais plutôt la période, le temps travaillé dans la période. Donc, si, par exemple, vous avez versé un montant le 18 mars, qui est à l'intérieur de la période du 15 au 11 avril, mais si ce paiement-là couvrait une période de paye qui est antérieure au 15 mars, mais cette période-là n'est pas admissible à la subvention, il faut vraiment que ce soit une paye qui couvre des périodes comprises entre, exemple, le 15 et le 11 avril. Il y a des pénalités dans la loi qui sont envisagées et elles sont très strictes. C'est des règles anti-abus. Donc, si on faisait quoi que ce soit pour augmenter
par exemple, le salaire à verser durant la période ou, par exemple, qu'on manipulait des chiffres pour se qualifier au niveau du 15 ou du 30 il y a des pénalités qui peuvent aller jusqu'à un remboursement complet de la subvention plus un 25 additionnel et ou des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison pour toute personne. Donc, il faut s'attendre à ce que dans le cadre des vérifications que vous pouvez avoir normales de votre entreprise, cet élément-là va être très clairement surveillé. Donc, s'il y a des attestations à avoir de vos revenus ou si vous voulez plus de certitude quant au montant réclamé, un conseil est de probablement faire vérifier vos montants pour être certain que tout est OK au niveau de la réclamation. Donc, ici, on a juste représenté deux scénarios du calcul qui doit être fait avec différents salaires. Dans un cas où l'employeur veut ramener ses employés à 100 des salaires qu'ils avaient avant la crise. Donc, le scénario pour 5 employés d'un salaire qui va de 20 à 100 000 bien, vous voyez clairement que tant qu'on atteint le maximum de 58 000 bien, la subvention, elle va être remboursée à 75 du montant. Donc, alors que quand on augmente le salaire à plus vers les 80-100 000, mais la subvention va réduire grandement par rapport au salaire total dû au fait qu'on a atteint le maximum à 58 000 Donc, l'exercice, vous le voyez très clairement, là, il y a un calcul mathématique avec le salaire avant la crise et le salaire qui est versé. Et automatiquement, comme vous voyez, pour l'employé 1, 2 et 3, bien, on atteint le maximum qui est versé. Et par la suite, bien, on a à assumer une plus grande portion du salaire. Par contre, si on va à un salaire qui est à 50 du salaire qui était là avant la crise, bien, tant qu'on atteint, par exemple, dans le cas ici, 80 000 ou même 100 000 on va se faire subventionner 100 du salaire tant qu'on n'atteint pas le maximum de 847. Donc, la décision, comme Pierre mentionnait, n'est pas d'absolument ramener les employés à 100 de leur rémunération. La loi ne fait que suggérer, ou le ministre ne fait que suggérer, ou c'est une attente qu'ils ont, mais ce n'est pas une obligation. Donc, clairement, on peut se faire subventionner 100 de nos salaires tant qu'on a un salaire raisonnable versus l'employé. Donc, un petit mot sur la subvention salariale de 10 qui est toujours admissible. La subvention salariale de 10 est la première subvention qui avait été mise en place par le gouvernement fédéral. Suite à ça, on sait qu'ils ont arrivé avec une subvention beaucoup plus généreuse au niveau des salaires. Mais par contre, la subvention est encore pertinente pour deux raisons. En premier, parce que c'est du cash flow qui est immédiat versus la subvention salariale de 75 qui, il faut faire une demande et qu'il y a un délai avant de l'encaissement. Et il faut quand même payer nos salaires en attendant qu'on reçoive le chèque, alors que la subvention salariale, elle est immédiate due au fait qu'on ne remet pas nos déductions à la source sur les salaires durant la période courante. Donc, c'est pour ça qu'elle est encore pertinente. Il y a un maximum, par contre, c'est qu'on a jusqu'à un montant de 1 375 par employé ou 25 000 par employeur. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir un plafond des affaires supérieur à 0 $. Donc, comme on va voir, il y a des critères à respecter. Le plafond des affaires, c'est principalement le premier 500 000 $ de revenus qui est taxé pour une société à un taux inférieur. Donc, si on a accès à cette déduction-là, automatiquement, on a accès à cette subvention-là. Donc, pour avoir accès, principalement, c'était les petites entreprises, les PME qui étaient admissibles à cette subvention-là. Premièrement, il fallait être une société privée sous contrôle canadien. Et deuxièmement, il fallait que l'ensemble de nos sociétés ait un capital imposable pour l'année d'imposition précédente inférieur à 15 millions. Quand on parle de capital imposable, nécessairement, on prend en considération, quand on regarde notre bilan, l'endettement de la société principalement, les bénéfices non répartis et le montant de capital action au livre. Quand on fait le tour de ces trois éléments-là, si on est inférieur à 15 millions de dollars, bien, on est en droit de réclamer cette subvention de 10 là. Élément important au niveau de comment on fait la subvention, c'est qu'on venait nous-mêmes calculer les montants de la subvention à laquelle on avait le droit et on venait appliquer en réduction du versement d'impôt fédéral seulement à la source prélevée sur les salaires à chaque période de paye. Donc, on venait réduire principalement chaque période, chaque montant d'impôt, non pas le RFU, non pas l'assurance emploi et les autres, mais seulement l'impôt fédéral. Et si on atteignait le maximum pour la paye, bien, on passait à la paye suivante et jusqu'à temps qu'on ait atteint notre maximum.
faut comprendre qu'il y a eu des changements aussi au niveau de la réclamation du 10 versus celle du 75 Ils sont venus mentionner que dans le calcul de la subvention de 75 on vient automatiquement réduire le montant de la subvention de 10 que l'on est réputé recevoir. Donc, ce n'est pas parce qu'on l'a reçu ou pas reçu, il faut quand même la réduire, même si on est réputé de l'avoir reçu. Donc, si on n'a pas fait la demande ou si on n'a pas fait une réduction de notre impôt, il faudrait commencer immédiatement parce que la subvention de 75, elle est imputée même si on ne l'a pas réclamée. Et comme on peut voir, on peut continuer à faire la demande et si jamais on ne l'a pas faite, on peut aller jusqu'à l'année prochaine pour faire la demande. Donc, il faut commencer immédiatement à faire cette demande-là si on était admissible parce qu'on ampute indirectement la subvention de 75 Pour les employeurs qui sont admissibles, comme mentionnait, Pierre, ça j'en ai parlé, je pense qu'on peut passer à l'autre. Chose importante, la subvention salariale est une aide gouvernementale qui va être imposable, tout comme celle de 75 Donc, lorsqu'on va le recevoir, techniquement, on vient réduire nos salaires. Donc, on va se retrouver à avoir une dépense salariale moins élevée. Donc, indirectement, elle est incluse dans le revenu imposable et on va payer un impôt en fin d'année sur cette subvention-là. Autre chose aussi, si on réclamait d'autres formes de crédit d'impôt sur nos salaires, par exemple, que ce soit crédit pour stage ou crédit multiple de recherche et développement, exemple, c'en est quelques-uns par exemple. Donc, ces crédits-là vont venir réduire la masse salariale admissible aux autres crédits. Donc, il se peut que nos crédits d'impôt soient amputés aussi de cette subvention. Quelques mots sur la prestation canadienne d'urgence et surtout son interrelation avec la prestation canadienne pour les entreprises. Donc, les critères d'éligibilité de l'employé, il fallait être âgé d'au moins 15 ans et il fallait que nos revenus pour 2019 et au cours des 12 mois précédents à la demande s'élèvent à au moins 5 000 qui provenaient d'un emploi ou ce qui a été ajouté à la fin d'un dividende autre qu'un dividende déterminé. Donc, pour l'employeur qui est incorporé et qui, par exemple, l'actionnaire, qui se versait un dividende seulement, n'est pas admissible à la subvention de 75 mais pourrait être admissible à la PCU dans le cas où il se versait un dividende autre qu'un dividende déterminé. Donc, la règle ici, c'est qu'il fallait être au moins pendant la même période que la période de subvention. Donc, on parle des 3 mêmes périodes. Il faut être 14 jours consécutifs sans travailler. Donc, on ne doit recevoir que seulement 1 000 de revenus d'emploi ou de dividendes ou de revenus de travail exécutés à son compte. Donc, si on n'a pas travaillé pendant 14 jours, on est admissible à la PCU, mais par contre, pour l'employeur, pour la même période, si son employé n'a pas travaillé 14 jours consécutifs, il va se retrouver à ne pas être admissible, même s'il a payé un montant pour cette période de paye-là à la subvention de 75 Donc, ces montants-là, dans le fond, pour la même période de paye, l'employé ne doit pas recevoir de prestations parentales. Et pour les 4 périodes de semaines suivantes, donc pas la première demande, mais la deuxième demande, il ne s'entend pas à recevoir plus de 1 000 avant impôt pour le même type de revenu. Donc, fait à mentionner aussi, ce qui est important, c'est que l'employé va recevoir 500 bruts et ce montant-là est imposable. Donc, il n'y a pas de retenue à la source. Il va avoir un prélèvement d'impôt qui va se faire au 30 avril de l'année subséquente. Donc, la marche à suivre, bien, le portail est ouvert depuis le 6 avril. Les demandes ont été faites. Les paiements ont été faits à coût de 2 000 pour une fois pour les 4 périodes de paye. Pourquoi je mentionne ça? Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles mesures, le ministère, l'agence permet maintenant de retenir les employés rétroactivement à partir du 15 mars, donc de payer la paye qu'ils avaient le droit jusqu'au 15 mars. Donc, si les employés ont fait la demande, puis Pierre, je peux passer à la étape suivante, si les employés ont fait la demande, bien, ils vont avoir la possibilité de rembourser leur chèque à l'agence ou de faire l'annulation de leur demande de PCU. Donc, le fardeau n'est plus au niveau de l'entreprise qui, lui, veut rappeler ses employés puis ne veut pas se faire couper sa subvention parce que la raison pour laquelle il les ramène, c'est pour avoir la subvention. Il ne veut pas se retrouver de faire le paiement de la paie puis se faire couper sa subvention. Donc, ce qui est très clair, c'est que c'est l'employé qui doit faire son remboursement de son chèque à la PCU et de faire la cancellation de sa demande pour s'assurer que la société, dans le cas où ramène ses employés pour ne pas nécessairement les faire travailler, de ne pas avoir un fardeau financier de payer et de ultimement se faire refuser sa subvention. Donc ça a été très clairement
corrigé et donc le système permet maintenant ces annulations et ces remboursements de la part de l'employé. Donc, si on prend un exemple concret qui a pu arriver, là, par exemple, pour un employé qui a travaillé une semaine pendant la première période du 15 au 21 et par la suite a été mis sans emploi pour les 3 semaines, bien, l'employé, est-ce qu'il pouvait obtenir sa PCU pour la période du 15 au 11 avril? La réponse est oui, parce qu'il n'aura pas travaillé pendant 3 semaines, alors que la règle est 14 jours. Donc, pour l'employé, pas de problème, il va obtenir sa PCU de 2 000 $ même s'il a reçu une semaine de paye. Donc, pour cet employé-là, il est avantagé et il ne se fera pas couper sa PCU. Par contre, pour l'employeur, lui qui a mis à pied son employé, mais qui a quand même payé une semaine de paye dans cette semaine-là, bien, il ne pourra pas se faire subventionner cette semaine-là parce que l'employé aura été 14 jours sans emploi. Donc, une solution pour se faire subventionner est de ramener rétroactivement l'employé sur sa paye, faire le paiement des payes des 3 semaines en question pour le mois de mars. L'employé va faire sa demande d'annuler sa PCU, rembourser son chèque pour la première période. Et dans ce cas-là, l'employé pourrait être gagnant du fait que s'il était payé un montant supérieur par sa paye normale que s'il avait obtenu le montant de 2 000 $ sur la PCU. Sur ce, je laisse la parole à Pierre pour la suite. Merci Pascal. Si on regarde ensemble l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial, dans le fond, dans le cadre du point de presse du 16 avril, Justin Trudeau a annoncé l'annonce d'un programme pour subventionner les loyers commerciaux. C'est un programme qui est toujours en train d'évoluer, donc les mesures ne sont pas arrêtées de façon définitive. On a les grandes lignes, mais il reste à voir comment ça sera réclamé, comment ça se fera. Ce qu'on sait actuellement, c'est que ce seront des prêts subventions qui seront faits à des propriétaires d'immeubles commerciaux et important de mentionner hypothéqués. Donc, l'entreprise qui va faire la demande doit avoir une hypothèque sur l'immeuble en question. Le prêt va couvrir 50 % des loyers payables en avril de manière rétroactive, ainsi que 50 % de ceux de mai-juin pour les petites entreprises admissibles. Les prêts seront radiés si le propriétaire accepte de réduire le loyer des petites entreprises d'au moins 75 % en vertu d'un accord de remise de loyer qui va devoir prévoir qu'aucun locataire ne pourra être expulsé durant la période visée par l'accord. Donc, par différence, la petite entreprise en location va couvrir le reste du loyer, c'est-à-dire 25 % de son loyer mensuel. Les entreprises qui sont considérées par la mesure, donc ces petites entreprises-là, ce seront des entreprises de toute nature, y compris OSBL et organismes de bienfaisance enregistrés. Par contre, elles ne doivent pas verser plus de 50 000 $ de loyer mensuel brut par emplacement. Et elles ne doivent pas générer plus de 20 millions en revenus annuels bruts, calculés au niveau du groupe. Tantôt, on parlait de consolidé. Donc, au niveau du groupe consolidé, les revenus totaux annuels ne doivent pas excéder 20 millions. Très important de noter qu'elles doivent avoir cessé temporairement leurs activités. Donc, elles ne génèrent plus de revenus et elles doivent avoir subi une diminution de revenus d'au moins 70 % par rapport aux revenus d'avant la pandémie. Donc, ça, c'est les critères qui ont été communiqués jusqu'à maintenant. Pour ce qui est des conditions pour recevoir donc la subvention, bien, il faut être propriétaire d'un immeuble qui génère des revenus de location sur des biens immobiliers commerciaux situés au Canada. Il faut que l'immeuble abrite des petites entreprises locataires touchées, donc ce qu'on a vu juste précédemment. La bâtisse doit être grévée d'un prêt hypothécaire. Et il faut avoir conclu l'entente de réduction de loyer. Dans le cadre de cette mesure-là, il est important de noter que les revenus de location doivent avoir été déclarés soit en 2018, soit en 2019 ou pour les deux, afin d'être admissibles au programme. Le fonctionnement de cette mesure-là, comme elle est connue actuellement, ce sera un prêt subvention on pourra encore une fois appliquer de façon rétroactive. On pourra également présenter une demande d'aide après la période de 3 mois
à condition de pouvoir démontrer qu'il était admissible, évidemment. Et on aura dû rembourser les montants payés aux petites entreprises locataires pendant la période. La date limite pour présenter la demande, c'est le 31 août 2020. Et comme on le mentionnait, ça couvrira 50% des loyers mensuels bruts d'avril, mai et juin. Le propriétaire va absorber un 25%, puis les locataires vont payer un 25% du total des loyers qui étaient prévus. Et donc, là, on est toujours en attente de détails sur la façon de réclamer cette aide financière-là. On s'attend à ce que ça sorte rapidement, là, mais pour l'instant, on est en attente. On pourra probablement vous informer lorsqu'il y aura d'autres informations qui seront connues. En rafale, si on regarde les autres mesures, une très populaire, c'est le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Donc, c'est le prêt qui va jusqu'à 40 000 $ qui est consenti par la principale institution financière de l'entreprise. Donc, si vous avez plus qu'un banquier dans votre dossier, normalement, c'est l'institution où on fait le gros des opérations, où on traite la paye, par exemple, avec la Banque nationale, qui va être l'institution par laquelle on doit passer pour aller chercher ce prêt-là. Il est garanti à 100% par le gouvernement fédéral. Il va jusqu'à 40 000 $. Et la particularité, c'est qu'il ne porte pas intérêt et est remboursable au plus tard le 31 décembre 2022. Si on respecte cette date-là, 25% du solde du prêt sera radié. Il fera l'objet d'une subvention. Et si on n'est pas capable de le rembourser au 31 décembre 2022, bien à ce moment-là, il porte intérêt à 5% à partir de cette date-là et il devient remboursable sur 3 ans. Important de savoir que pour être admissible à cette aide financière-là, l'entreprise doit avoir payé en 2019 des salaires entre 20 000 $ et 1,5 million. Et dans le cadre de l'application qui est faite à l'institution financière, puis la plupart des banques, dont la Banque nationale, le font en ligne maintenant, une des informations qui est requise, c'est la case 14 de votre T4 sommaire de 2019 qui vient attester du montant de masse salariale réelle versé l'an dernier. Un autre programme complémentaire à ceux dont on a parlé ce matin, c'est le programme d'action concertée pour le maintien en emploi. Donc, si vous profitez de la crise du COVID pour former vos employés, le gouvernement du Québec va rembourser 100% des dépenses admissibles jusqu'à concurrence de 100 000 $ pour la première partie et 50% des dépenses entre 100 000 et 500 000 pour la suite pour couvrir les honoraires de formateurs, l'achat de matériel de formation et la gestion des ressources humaines liées à la coordination donc de ces formations-là. Également important de noter que les salaires des travailleurs qui suivent la formation, durant la formation, seront couverts à 100% jusqu'à concurrence de 25 $ de l'heure. Donc, si vous avez droit par ailleurs à d'autres mesures de subvention salariale, bien évidemment, celle-ci vient compléter. Donc, si vous avez le droit à 75 %, ce sera 25 % additionnel qui sera disponible. Mais pour une entreprise qui ne serait pas admissible du tout à la subvention salariale, bien 100% des heures de formation seraient rémunérées jusqu'à concurrence de 25 $ de l'heure. Et important de noter que la période, c'est du 15 mars jusqu'au 30 septembre 2020. Donc, on voit plusieurs entreprises actuellement qui ramènent des travailleurs dans l'entreprise et qui en profitent pour faire des mises à niveau au niveau des compétences pour se préparer pour la relance. Et via votre conseiller d'Emploi Québec, vous êtes capable d'aller chercher cette aide financière-là. On serait rendu à la période de questions. On en a quand même reçu plusieurs. Pascal, peut-être que je peux te poser les questions comme on l'a fait la dernière fois. Donc, la première question qu'on a, c'est est-ce que le revenu de dividende est un revenu admissible? Là, on parle dans un contexte de subvention salariale. Excusez-moi. Pascal. Donc, non, le revenu de dividende n'est pas un revenu admissible aux fins de la subvention de 75 % des entreprises. Par contre, il pourrait être admissible là, dans un cas où on voudrait réclamer la PCU. Est-ce que tu pourrais nous résumer, les entreprises regardent actuellement pour ramener des travailleurs. Certains le feront de façon rétroactive, mais la plupart le feront peut-être en mi-mois. Comment ça fonctionne au niveau du retour au travail? Est-ce que les mêmes règles s'appliquent pour la PCU ou
ou si un employé qui aurait été réembauché pour 1 ou 2 semaines d'une des périodes de la PCU peut garder sa PCU. Comment ça fonctionne sur le retour au travail? Bon, dans le fond, quand on ramène un employé, là, il faut se poser la question, on a toujours la période de 14 jours sans emploi dans la période totale qui est 4 semaines. Donc, c'est sûr que si on a un retour et on veut bénéficier de la subvention, bien, il faut au minimum payer, là, je voudrais, dans la période 3 semaines pour que la période non rémunérée fasse seulement 7 jours au minimum. Parce que si on est à 14 jours et plus, bien, on n'aura pas le droit à la subvention. Fait que souvent, ce qu'on peut faire, c'est que si on veut les ramener, on les ramène rétroactivement jusqu'en date du 15. On les paye toute la période et l'employé va demander à se faire rembourser s'il a déjà reçu son chèque ou simplement annuler sa demande si c'est le cas, s'il a poursuivi encore son chèque de PCU. Une autre question, celle-là, je peux peut-être la prendre, concerne les revenus reportés. Par exemple, des abonnements saisonniers là, qui auraient été reportés, donc qui auraient pour effet de lisser les revenus. Tantôt, on parlait qu'il y a des choix de méthodes comptables qui sont maintenant permis. Donc, c'est sûr que quand je suis sur une base de comptabilité d'exercice, je devrais appliquer le même traitement comptable qu'au cours des mois réguliers de mon entreprise. Donc, si j'avais comme pratique de reporter des revenus, ben, je devrais faire la même chose. Par contre, vous avez la possibilité de considérer la méthode de caisse et plutôt que de considérer justement un revenu reporté, de considérer carrément ce qui a été encaissé. Et donc, si vous avez une baisse des sommes encaissées par rapport soit à l'an dernier pour le même mois, soit à la moyenne des 2 premiers mois de l'année, bien, vous pourriez vous qualifier, même si en vertu de la comptabilité d'exercice, vos revenus n'avaient pas subi la baisse requise. Une autre question. Bon, un employé qui embaucherait une travailleuse autonome qui est rémunérée à l'heure sous forme d'honoraire, est-ce qu'elle est admissible à la subvention salariale? Ben, la réponse est oui. Elle pourrait bénéficier de la subvention salariale. Par contre, il faudrait faire très attention avant de faire cette chose-là parce que malgré qu'elle peut être subventionnée, vous allez pouvoir être subventionné pour la période de 3 mois. Il reste que cette personne-là, à titre de travailleur autonome, elle a des avantages du fait qu'elle peut déduire des revenus et des dépenses, excusez-moi, en compte son revenu. Et le fait que là, vous l'embauchez pendant cette 3 périodes-là va probablement changer son statut par rapport à vous pour le reste des temps. On ne pourra pas revenir par la suite à un travailleur autonome. Donc, par la suite, vous allez continuer à prélever des DAS sur ce salaire-là. Donc, le coût-bénéfice de faire ce geste-là là, devra être très clairement regardé. On a une autre question intéressante concernant l'intégration du programme de subvention de loyer avec l'analyse de la baisse des revenus. Donc, est-ce que je dois considérer ces aides-là dans ma variation de revenus pour voir si je me qualifie? Selon la loi présentement, toutes les subventions reçues des programmes devraient être exclues du calcul du revenu pour fin de valider si on a une baisse ou on n'a pas une baisse. Quand on parlait tout à l'heure, Pascal, de la qualification automatique pour le mois suivant, est-ce que même si on se qualifie, on doit quand même démontrer dans nos dossiers une qualification à chacune des périodes, à chaque mois? Non, dans le fond, quand vous êtes qualifié d'office, vous n'avez pas à refaire le calcul. Par contre, vous devez quand même avoir toutes les informations relativement aux employés là, par rapport à leur paye, etc. Ça, on doit fournir le backup. On est qualifié d'office, mais on doit refaire une demande, par exemple, parce qu'on doit resoumettre les salaires admissibles pour la période. Et on n'aura pas à resoumettre notre calcul de baisse pour le mois suivant, par exemple, dans ce cas-ci, le mois d'avril. En précision là-dessus, Maud nous demande si je me qualifie à une baisse de 15 est-ce que je peux me qualifier automatiquement pour le mois d'avril, même si je n'ai pas de baisse de 30 en avril? Exactement. Donc, c'est très avantageux d'utiliser cette règle-là en mars parce qu'on pourrait techniquement se qualifier pour 2 mois, même si on n'a pas une baisse de 30 en avril. Bon, Louis-Philippe me demande de préciser. Tantôt, je mentionnais que c'était important d'identifier et d'évaluer les différents scénarios.
Il me demande l'importance de le faire si on est déjà qualifié en vertu d'une de ces mesures-là. Évidemment, si vous êtes sûr de vous qualifier pour toute la période du programme, selon ce même traitement et de méthode comptable et de période de référence, bien, vous n'avez pas besoin de faire tous les scénarios possibles. Par contre, comme la mesure était déjà annoncée pour 3 mois, puis pourrait potentiellement être extensionnée, quoique on ne le sait pas, là, mais ça fait partie de ce qui était prévu à la loi. Bien, l'idée est plutôt d'essayer d'anticiper et de s'assurer que la base que vous utilisez pourra vous permettre de poursuivre, de vous qualifier si jamais il y avait une extension. Et si vous êtes sûr de le faire, vous n'avez évidemment pas besoin de faire 3-4 scénarios pour le plaisir. Bon, évidemment, une question ici, on nous demande si on a acquis une nouvelle entreprise après mars 2019, peut-on nous qualifier quand même avec un consolidé? Donc, dans le fond, cette question-là, la réponse n'est pas si claire que ça pour l'avoir déjà regardé. Je vais vous donner mon opinion, là, mais la loi n'est pas nécessairement écrite de façon claire. C'est que, dans le fond, cette année, en 2020, oui, vous allez pouvoir, dans le cadre de vos scénarios, inclure dans votre consolidé 2020 les revenus de votre filiale. Par contre, à cette période-là, l'année passée, dans votre giron consolidé, vous n'aviez pas cette société-là. Pour l'instant, la loi ne parle pas de ça, mais quand on regarde entre les lignes, on pourrait techniquement, parce que quand on fait référence à consolider ici, on ne fait pas référence au terme consolidé dans la loi de l'impôt et on ne fait pas, c'est pas un terme qui existe au niveau de l'impôt, le mot consolidé. Donc, techniquement, même si vous n'aviez pas consolidé au niveau comptable vos revenus, au niveau fiscal, on pourrait techniquement le faire, même si elle ne vous appartenait pas à ce moment-là. Il reste qu'il faudrait probablement, si c'était un fournisseur ou un client déjà dans lequel vous aviez des ventes, techniquement, il faudrait les exclure. Mais la loi est muette à ce fait-là, mais mon opinion ferait que oui, on pourrait la considérer. Laurence nous demande, est-ce qu'il existe des restrictions sur une filiale canadienne qui est une propriété d'une société américaine? Dans l'optique où la filiale canadienne est un employeur et qu'elle paie des salaires, donc le fait qu'elle soit contrôlée par un non-résident n'a pas d'importance dans l'optique où la société paye de l'impôt, donc est imposable au Canada comme filiale canadienne. Donc non, il n'y a pas de restriction. Une autre question, est-ce qu'on doit calculer les heures supplémentaires dans le calcul du salaire? Oui, normalement, tout paye qui est assujetti aux retenues à la source et si les heures supplémentaires sont en lien avec la période travaillée, techniquement, oui, il faut les inclure dans le calcul de la subvention. José nous demande quels sont les avantages imposables que nous pouvons inclure dans le calcul de la rémunération admissible. Donc, sur ce point-là, normalement, c'est tous les avantages imposables sur lesquels on doit prélever des retenues à la source. Donc, dès que vous prélevez un retenu à la source sur l'avantage imposable, il doit être inclus dans la rémunération. Sauf que, je dois quand même mettre, ça, ce n'est pas nécessairement clair à l'heure actuelle parce que dans la loi de l'impôt, on parle des sommes qui sont versées. Et dans les communications de Finance Canada, il était venu exclure, puis comme Pierre l'a mentionné, par exemple, l'utilisation d'un véhicule personnel, qui est un avantage imposable, qui normalement est un avantage imposable sur lequel on retient des DAS. Et compte tenu qu'il ne s'agit pas d'un montant versé, ce montant-là est plus un avantage non monétaire, les avantages non monétaires pourraient techniquement être exclus du calcul. Ce bout-là n'est pas nécessairement clair, mais c'est la conclusion à laquelle on arrive lorsqu'on regarde la loi et on regarde les écrits qui ont été mis en ligne par le gouvernement dans leur exemple. Donc, pour l'instant, ce que je vous dirais, ce serait les DAS, les avantages qui sont versés à l'employé. D'un peu de la même façon, pourrais-tu nous préciser au niveau du paiement du solde des vacances ou de boni et commissions annuelles, comment ça devrait être traité? Donc, avec la formule, la façon qu'elle est faite, donc, dans le fond, c'est que la subvention est admissible à un salaire versé pour une période de paye. Donc, par exemple, je vais prendre du 15 au 11 avril, il faut que la somme soit versée relativement à cette période-là. Mais quand on parle de boni ou de vacances qui sont en lien avec probablement, exemple, l'année 2019 complète, qui est versée dans cette période-là, mais compte tenu que la période, le montant versé n'a pas de lien avec la période qui est subventionnable, ces montants, techniquement-là, devraient être exclus du calcul.
Peut-être, je vais aller, parce qu'on en a beaucoup, là, donc malheureusement, on ne pourra pas toutes les poser, mais on pourra faire, comme on le mentionnait, un suivi. Est-ce qu'il y a une distinction, Pascal, entre l'assurance emploi et la PCU pour savoir si on a le droit à la subvention salariale? Donc, qu'est-ce qui se passait avec les employés qui étaient en assurance emploi? Mais en fait, quand ils ont mis en place la PCU, tous les employés qui étaient sur l'ancien programme ou le programme qui a toujours existé de l'assurance-emploi demeurent sur ce programme-là. Et là, la date m'échappe, mais dès qu'ils ont mis en place la PCU, tous les employés qui ont fait des demandes à l'assurance-emploi, vous comprenez qu'il y a eu une énorme demande et ont tous été transférés à la PCU qui était un traitement beaucoup plus rapide. Donc, en soi, les deux programmes sont la même chose, c'est que l'employé est payé pour le fait qu'il n'est pas à l'emploi. Par contre, il y a eu une déviation du programme à la PCU. Puis, techniquement, si les employés ne sont toujours pas à l'emploi après les 3 périodes, techniquement, ils pourraient retourner sur l'assurance-emploi normale et continuer le cheminement de la période normale d'assurance-emploi. Mais c'est vraiment un traitement spécial de 3 mois pour alléger le système. La PCU, c'est grandement un peu ça avec certaines modifications de l'assurance-emploi normale. Donc, c'est rien de plus que ça, mais la gestion avec la subvention salariale de 75 % n'a pas d'incidence. C'est la même chose. Et peut-être, pour finir, on a plusieurs questions qui reviennent encore sur le 14 jours, puis le critère subvention salariale versus PCU. Peut-être juste résumer rapidement ce critère-là. Donc, encore une fois, c'est vraiment, vraiment important que dans la période de paie, il faut calculer le nombre de jours qu'il n'a pas été en emploi non rémunéré, parce que pour l'employé, c'est son critère pour réclamer la PCU. Donc, le 14 jours est très important pour être soit sur un ou soit sur l'autre. Donc, dès qu'on est plus de 14 jours sans emploi, l'employé a le droit à la PCU, l'employeur n'a pas le droit à la subvention. Et si c'est l'inverse, bien, l'employeur a le droit à la subvention, mais l'employé n'aura pas le droit à la PCU. Donc, techniquement, l'employé qui a été seulement une semaine dans la période sans emploi, bien, l'employeur va pouvoir réclamer sa subvention et l'employé n'aura pas le droit de réclamer la PCU pour la semaine qu'il n'aura pas été à l'emploi de l'employeur. Écoute, merci Pascal. Peut-être en rafale, 2, 3 rapides. Là. Tantôt, on parlait de comptabilité des revenus. J'ai vu une couple de questions passer sur la comptabilisation des travaux en cours. Encore une fois, pour ces entreprises-là, par exemple en construction, une des alternatives à considérer, c'est la méthode de caisse. Donc, voir si vous êtes capable, via vos encaissements, de vous qualifier. Parce que si vous êtes en comptabilité d'exercice, bien, vous devriez reporter vos revenus. Vous devriez également reconnaître vos profits ou vos revenus de la même façon via vos travaux en cours que vous le feriez normalement. Écoutez, en conclusion, peut-être vous dire, on voit que c'est complexe, on voit qu'il y a beaucoup d'interactions entre les programmes. Ce qu'on fait pas mal au quotidien de ce temps-ci, c'est d'aider les entrepreneurs, à analyser leur situation, donc comprendre dans quel programme ils sont capables de se qualifier, quels sont leurs besoins, de voir justement comment on peut, via l'analyse des critères, optimiser l'utilisation de ces différents programmes-là, puis à la limite, vous accompagner dans la préparation des demandes. Donc, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas certain, on vous invite à consulter votre conseiller ou à communiquer avec nous. On vous a mis les coordonnées de Pascal, mes coordonnées directes, mais on a aussi en place une ligne 1-800 qui est ouverte à tout le monde. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour appeler. Nos conseillers vont se faire un plaisir de vous répondre. Et là-dessus, ben, je repasserai la parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, un grand merci à Pierre et à Pascal pour ce contenu très riche. Je pense que les participants ont appris pas mal de choses ou précisé pas mal de choses. Je vois aussi qu'il y avait pas mal de questions. Puis c'est très intéressant de voir ça. Donc, encore une fois, un grand merci à nos amis de Raymond Chabot, Pierre Garand et puis Pascal Leclerc. Merci aussi aux participants. Vous êtes là, vous avez pris votre temps pour justement prendre connaissance de ce contenu parce que vous vous préoccupez des mesures et puis comment les appliquer dans votre entreprise, ce qui fait que cet effort-là est tout à fait louable. Et puis, je tiens aussi à remercier les gens qui sont là pour répondre au téléphone. Parce que, comme vous le savez, les questions qui ont une relation ou qui portent sur l'utilisation de la plateforme Netris, je vous invite à nous contacter et puis nos gens seront là pour vous aider à savoir comment utiliser nos plateformes et puis tout ce qui est relatif à nos solutions. Ce qui fait que les gens qui sont là pour prendre des appels, moi, je tiens personnellement à les remercier
Puis on les remercie au fait des efforts. Ils travaillent d'arrache-pied pour s'assurer que vous avez toujours un bon service, ce qui fait que ne les oublions pas. Pour la disponibilité du contenu, donc j'ai vu plusieurs questions passer qui parlaient au fait de la présentation, est-ce qu'ils allaient la voir? Et puis oui, on va partager le contenu par la suite. Un lien vous sera envoyé. Puis pour le webinaire aussi, sous peu, on va le mettre à disposition des participants. Comme ça, si vous avez manqué des bouts, vous pouvez les revisionner le webinaire et puis vous allez trouver vos informations. Et pour finir, pour ma part, moi, c'est Fouad Benyoub, directeur de la stratégie d'affaires et de la performance au centre de services de paie de CGI, qui est le fournisseur de la solution Netris. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir. Merci. Bonjour tout le monde. Au revoir.